Bonjour mesdames, messieurs. Je vais commencer aussi par remercier le professeur Jean-Jacques Hublin pour cette belle invitation à participer à ce colloque sur les premiers peuplements humains au Maghreb. Donc, dans cette présentation, nous allons nous intéresser aux relations entre les grands mammifères et les premiers hommes dans cette région de l'Afrique du Nord. En effet, les restes fossiles de grands mammifères qu'on retrouve dans les sites archéologiques peuvent nous apporter des informations précieuses, non seulement sur la chronologie, mais également sur l'environnement et le type de subsistance de ces premiers hommes. Alors notre propos sera jalonné des quelques exemples dont on dispose pour les premières occupations humaines au Maghreb, en commençant par les plus anciens en Algérie, pour finir avec ceux qui ont livré les tout premiers Homo sapiens archaïques au Maroc, dans le site de Djebel Irhoud. Donc les sites archéologiques les plus anciens de cette région de l'Afrique sont concentrés dans le nord de l'Algérie et le long du littoral atlantique marocain. En effet, cette région a livré quelques sites qui, avec une faune fossile d'animaux assez riche, associés à des industries anciennes rapportées au Pléistocène inférieur. Alors le Pléistocène, on l'a vu, c'est une période qui commence autour de 2,6 millions d'années. Donc ils sont en noir, ces sites. Si on prend l'exemple de ce site à Casablanca, qui s'appelle le site d'Al Ourlam, c'est un site qui date du début de cette période, autour de 2,5 millions d'années. Mais là, c'est un site purement paléontologique, qui n'est pas associé, qui n'a pas d'association avec des industries, ni avec des restes humains. En effet, une des particularités de cette région, c'est justement de ne pas avoir livré de restes humains avant 1 million d'années. Donc on ne connaît pas en fait les artisans, les auteurs de ces premières industries du Pléistocène inférieur. En Afrique de l'Est, c'était un tout autre tableau, puisqu'il y a une grande diversité d'hominidés à ces périodes anciennes, avec notamment du genre humain, du genre Homo, mais également des australopithèques et des paranthropes. Donc, au Maghreb, plusieurs espèces humaines vont se succéder pour ces périodes anciennes. Je passerai assez rapidement, c'est juste pour vous présenter un petit peu ces hominidés, en commençant par les plus anciens, avec un type d'Homo erectus, Homo mauritanicus. Au Pléistocène moyen, on va avoir une espèce rapportée à Homo rhodesiensis, autour de 500 000 ans. Puis, on va avoir les tout premiers Homo sapiens, à Djebel Irhoud, autour de 300 000 ans, ce qu'on appelle les Homo sapiens archaïques. Quoi qu'il en soit, le peu de restes fossiles humains dont on dispose ne permet pas aujourd'hui aux paléoanthropologues d'identifier assez clairement certaines espèces, et non plus d'établir des liens directs entre elles. Alors, les grandes faunes peuvent être très utiles pour dater les occupations humaines dans les sites archéologiques. En effet, on peut le voir sur cette figure, les différentes phases d'extinction et d'apparition des animaux permettent de caler chronologiquement les occupations humaines. Alors au Maghreb, dans l'ouest de l'Afrique du Nord, dans la première partie du Pléistocène, jusqu'aux environs de 200 000, 100 000 ans, les grands mammifères sont assez similaires à ceux qu'on retrouve en Afrique de l'Est, aux mêmes périodes, ce qui montre que le Sahara ne constituait pas à l'époque une barrière continue et laissait la place aux migrations animales. Par contre, à partir de ce qu'on appelle le début du Pléistocène supérieur, autour de 200 000, 100 000 ans justement, peu à peu, les grands mammifères de cette région vont s'individualiser du reste du continent africain, le Sahara va s'aridifier, et puis on voit en rouge ici des nouveaux arrivants qui arrivent d'Eurasie, notamment le rhinocéros de prairie, le sanglier ou encore les cervidés. Alors, on voit ici en noir les quelques sites qui sont des sites de plein air, mais ils sont assez peu nombreux finalement dans cette région de l'Afrique, notamment par rapport à l'Afrique de l'Est justement. La plupart sont des sites en grotte. On a également peu de datation radiométrique finalement dans cette région de l'Afrique. C'est pour ça que la biochronologie, qui permet de dater grâce aux animaux fossiles, est une méthode de datation relative importante pour cette région, au même titre que la stratigraphie, l'archéologie ou encore une méthode comme le paléomagnétisme. Alors, selon les animaux présents dans les sites archéologiques, on peut également reconstituer les milieux, les types d'environnement. Sur un plan théorique, dans les milieux boisés, plutôt fermés, on va avoir des espèces, ce qu'on appelle la dentition basse, et puis à l'inverse, on va avoir dans les milieux ouverts de savane des espèces à dentition haute, plutôt adaptées à une alimentation avec des herbes abrasives. Donc ça, c'est aussi des données importantes que nous les animaux. Mais en Afrique, ce sont surtout les bovidés qui vont nous donner des indications sur les paléo-environnements. En effet, les bovidés sur le continent africain sont très divers, variés et riches. Et on a, par exemple, si on prend cet exemple de ce koudou, qui est un bovidé plutôt de type de milieu fermé, voire humide,
Et à l'inverse, si on prend les gazelles ou les gnous, ce sont surtout des bovidés qui nous montrent l'existence de savanes de milieux ouverts. Maintenant, avant d'interpréter un assemblage de faune fossile, il est important d'identifier les différents agents qui sont intervenus sur cet assemblage. En effet, il faut bien garder en tête que quand on découvre des ossements fossiles animaux dans les sites, on a seulement une image biaisée de l'assemblage initial des animaux vivants, qu'on appelle la biocénose. On a ce qu'on appelle, nous, à la fouille, la taphocénose. Et la taphonomie, c'est la discipline qui permet de reconstruire tout ce qui s'est passé entre ces deux étapes. Le passage, en fait, de la biocénose à la taphocénose, donc évaluer en quelque sorte tout ce qui, cette histoire, reconstituer cette histoire et évaluer la perte d'informations. Alors, on a aussi, je vous ai montré sur cette image, différents types d'agents accumulateurs, des carnivores, mais ça peut être également en Afrique des crocodiles, par exemple, des rapaces, mais également l'homme au temps préhistorique, avec ici un exemple de marque de découpe laissée par des outils lithiques, ou encore ici des traces de dents de crocodile, ou encore ici des traces de dents de carnivores. Donc toutes ces modifications sont importantes pour reconstituer cette histoire et mieux comprendre l'origine des faunes. Donc je vais maintenant vous présenter les différents sites du Maghreb que l'on connaît pour les premières occupations humaines, en commençant par les plus anciens. Ce sont donc ces plus anciens sites, ceux de la formation d'Ain Anesh, qui est une formation qui a livré plusieurs sites du Pléistocène inférieur en Algérie. Tout d'abord, le site d'Ain Bouchrit. C'est un site qui a été publié l'année dernière dans la revue Science et qui a livré pour l'instant les toutes premières industries humaines en Afrique du Nord. Ce site est un site de plein air qui a également livré, associé à ces industries, une faune d'animaux fossiles assez riche, dont certains éléments ont été publiés comme portant des marques de boucherie. On a en effet dans les niveaux les plus anciens 17 restes portant ce qu'on a vu ensemble comme étant des marques de boucherie laissées par les hommes. C'est assez peu finalement par rapport à la totalité de l'assemblage, mais c'est assez souvent le cas pour les sites anciens, notamment en Afrique, et c'est d'autant plus compliqué de reconnaître ces traces comme étant des traces d'outils lithiques de celles qui auraient pu être des traces naturelles. Alors dans la publication, on a ici un fragment d'humérus d'antilope portant une de ces traces de découpe, et puis ici un calcanéum d'équidé avec une marque également de boucherie. Dans le site d'El Karba, toujours dans cette formation d'Ain Anesh, un petit peu plus récemment, autour d'1,8 million d'années, ont été publiés 13 restes portant de ces marques de boucherie. Alors là aussi, ils représentent assez peu finalement par rapport à la totalité de l'assemblage. On a un exemple avec des marques de décarnisation sur un fragment d'humérus d'équidé, ici, ou encore des marques d'éviscération sur un fragment de côte d'hippopotame. Alors maintenant, si on regarde la diversité de ces faunes à Ain Anesh et qu'on prend l'exemple du site d'Ain Anesh, on a la particularité dans ce site d'avoir une riche faune fossile avec en association des formes anciennes qui datent de la période antérieure du Pliocène, aux côtés de formes plus modernes, plus évoluées, d'animaux plus évolués. Donc sur cette diapositive à gauche, vous avez ces formes anciennes, avec ce gros suidé du genre Colpocerus, qui montrerait en effet une datation autour d'1,8 million d'années. On a aussi ce gros giraffidé ici, qui est du genre Civaterium, qui est un giraffidé qui vient aussi de la période antérieure du Pliocène, aux côtés d'autres animaux, comme ici cette hyène crocuta, qui est une hyène de grande taille, qui préfigure déjà les formes plus modernes. Cette antilope également du genre Numidocapra, qu'on retrouve dans les sites plus récents en Afrique de l'Est, autour d'1 million, d'1,5 million. Et puis cet hippopotame également, qui est un hippopotame de forme assez moderne. Quoi qu'il en soit, toutes ces associations fauniques à Ain Anesh montrent plutôt que les premiers hommes ont connu un environnement ouvert, aride, de savane. Maintenant, toujours en Algérie, on va aller dans un site un peu plus récent, on en a parlé déjà, c'est le site de Tirénif ou Ternifine. C'est également un site de plein air qui a livré, associé à des industries anciennes qui sont rapportées à l'Acheléen, de nombreux ossements fossiles animaux et également des restes humains, parmi les tout premiers donc de l'Afrique du Nord. Autour d'1 million d'années, on a cette mandibule humaine ici que vous voyez là. Donc, par rapport à la faune, elle est assez peu différente à Ternifine de celle qu'on vient de voir pour Ain Anesh, si ce n'est l'apparition, par exemple, pour la famille des suidés ici, de ce genre Metridiocherus, qui est un gros suidé. Mais par rapport à la diversité et à la richesse des faunes, on peut voir sur cette diapositive que ce sont les équidés qui dominent, avec de nombreuses dents isolées, aux côtés de différents types de bovidés qui sont plutôt des bovidés de type savane, là aussi de milieux ouverts, des camélidés, mais également des hippopotames qui, eux, indiquent la présence d'un lac à Ternifine. Maintenant, on va aller au Maroc, donc à Casablanca.
dans cette ville qu'on vient de voir de façon assez détaillée avec la présentation de mon collègue Jean-Paul Reynal. Donc en effet, à Casablanca, on a de nombreux sites qui datent de la fin du Pléistocène inférieur et du Pléistocène moyen, qui sont des sites qui ont été découverts dans des contextes de carrière, comme on vient de le voir, qui sont la plupart des sites en grotte, datés autour d'1,5 million. On va commencer par cette carrière Thomas I, qui a livré 2 sites célèbres pour cette région de l'Afrique. Le premier, qui est l'unité L, qui est subcontemporain finalement de celui qu'on vient de voir en Algérie, de Ternifine, qui est autour de 1 million d'années, qui est un site, donc on va y revenir, de plein air ici. Et puis cette grotte à hominidés qui porte bien son nom puisqu'elle a livré un bon nombre de restes humains avec cette mandibule qu'on a vue déjà découverte en 1969 par Philippe Berriro. Donc maintenant pour le niveau L, justement, on va s'attarder un petit peu sur la faune. Donc c'est parmi les plus anciens acheléens d'Afrique. C'est un site de plein air en contexte marécageux qui a malheureusement pas permis la bonne conservation des ossements et notamment des surfaces osseuses. Je n'ai pas pu reconnaître par exemple dans ce gisement de marques de boucherie. Par contre, j'ai pu voir des marques assez intéressantes, des marques naturelles qui ont été laissées par les sédiments sur les surfaces, avec des stries un petit peu aléatoires, superficielles ici, et des marques intéressantes qui sont, ces marques-là, ce sont des marques en fait de dents de crocodile qui ont été laissées sur un astragale d'hippopotame. Maintenant, dans le site plus récent de la grotte à hominidés, toujours dans cette carrière Thomas I, c'est donc un site qui a été recoupé, un site en grotte, qui a été recoupé par le front de carrière, qui a livré donc de nombreux restes humains qui proviennent tous de ces niveaux 3 et 4 roses que vous voyez ici, qui sont datés autour de 500 000 ans, qui a livré également une industrie qui se rapporte à ce second acheléen régional, et aucune trace de feu n'a pu être observée dans ce gisement pour le moment. Maintenant, à une centaine de mètres de cette carrière Thomas I, on a la carrière Ouladamida, anciennement Thomas III, qui, elle, a livré un site en grotte également, assez proche au niveau des datations, qui lui aussi a été recoupé par la carrière, c'est la grotte des rhinocéros. Alors cette grotte des rhinocéros, c'est également un site qui a livré une très riche industrie ici, rapportée également à ce second acheléen régional, associé à beaucoup d'ossements d'animaux fossiles. Il y a un seul reste humain dans cette grotte, c'est une incisive, toujours pas d'évidence de feu, mais elle porte bien son nom, cette grotte, puisqu'en fait elle est assez unique pour tout le continent africain pour ces périodes anciennes, et même au niveau mondial, puisqu'elle a livré un très grand nombre de restes de rhinocéros, dont notamment environ 15 crânes de rhinocéros. On peut en voir ici un exemple. Donc c'est vraiment une particularité de ce gisement. Maintenant, pour les faunes, dans ces 2 sites, on retrouve à peu près les mêmes listes fauniques, qui montrent un âge voisin qui se rapporterait à cette première moitié du Pléistocène moyen. On a là aussi des formes anciennes, avec cette antilope du genre Parmularius qu'on retrouve dans des niveaux un peu plus anciens en Afrique de l'Est. On a également ce gros suidé du genre Colpocerus qui subsiste dans ces gisements de Casablanca. Et puis aussi un petit chacal ici, du genre Lupulella, qui est un chacal à dentition omnivore qu'on retrouve dans le site ancien de Ternifine en Algérie. Pour les paléenvironnements, maintenant on a aussi une grande diversité dans ces 2 gisements de Casablanca, avec, pour la plupart, l'association montre également, là encore, un environnement ouvert avec des savanes, des plaines herbeuses. Notamment ce rhinocéros, c'est un rhinocéros qui équivaut à peu près à celui que vous connaissez, le rhinocéros blanc actuel d'Afrique. Et puis aussi ces bovidés qui associent gazelles, gnous, damalisques, et puis aussi le phacochère et les zèbres. Alors maintenant, si on s'intéresse à la taphonomie pour ces gisements, à l'étude des surfaces et aux fractures, j'ai pu reconstituer 2 scénarios un petit peu différents dans ces 2 sites. À gauche, on a la grotte à hominidés. Alors la forte proportion de carnivores dans ce site, associée à la forte proportion de traces de dents sur les ossements, mais également aux nombreux coprolites, qui sont en fait des excréments fossilisés de carnivores, les nombreux aussi restes digérés retrouvés dans cette grotte, et l'absence totale pour le moment de marques de boucherie avérées vont dans le sens de carcasses animales apportées par les carnivores dans un contexte de repère dans cette grotte à hominidés. Des carnivores qui sont des chacals, des hyènes et des panthères. À la grotte des rhinocéros, le scénario est un petit peu différent. On voit que les indices de présence de carnivores sont moindres et on a, à la différence de la grotte à hominidés, reconnu dans ce site des marques de boucherie. Donc on irait plutôt dans le sens d'accumulation à ce qu'on appelle mixte, c'est-à-dire à la fois par les hommes et par les carnivores.
Sur ces photos, je vous ai mis des traces laissées par un gros rongeur, le porc-épic, qui a beaucoup agi dans ces gisements de Casablanca, qui sont des traces assez reconnaissables, heureusement. On voit ici, c'est des traces parallèles laissées par ces incisives. On a également, je vous ai mis un coprolithe, probablement un coprolithe d'hyène ici, des traces de dents de carnivores sur un fragment d'humérus de bovidé, un tibia d'antilope ouvert ici pour récupérer la moelle, mais avec associé des marques de dents de carnivore, donc c'est le carnivore qui a ouvert cet os. Et puis je vous ai mis aussi une photo de carnassière d'hyène, carnassière supérieure. Alors, il n'y a pas seulement les ossements animaux à la grotte hominidée qui montrent des traces de dents de carnivores. Il y a également les restes humains, avec l'exemple ici d'un fémur humain qui a été découvert à la grotte hominidée et qui, donc, comme vous pouvez le voir, montre une diaphyse quasi complète de cet os, mais qui a été rongé à ses deux extrémités. On a pu en effet observer sur ce fémur, des traces de dents, comme vous pouvez le voir ici, des encoches, des fractures, qui montrent que cet os a été consommé par un carnivore. Alors l'étude de ces marques, leur dimension, mais aussi leur morphologie, montre que ces marques peuvent être rapportées à un gros carnivore, de type d'une hyène, qui est un peu la seule à pouvoir réduire ce genre d'os à ce point-là. Alors, en revanche, en ce qui concerne le scénario global, il est difficile à reconstituer au final. Je vous ai mis cette photo, mais en fait, c'est pas possible de savoir vraiment ce que cette hyène a fait. Est-ce qu'elle a chassé, est-ce qu'elle a abattu cet homme, ou est-ce qu'elle a tout simplement récupéré ce bout de fémur sur une carcasse d'un individu qui serait mort déjà, naturellement, et qui ensuite, elle l'aurait charogné, puis rapporté à la grotte pour le consommer. Ça, c'est compliqué d'aller jusque-là, mais bon, je vous ai quand même mis cette petite image. Par contre, ce qu'on peut savoir, ce qu'on sait à la grotte hominidée, c'est que l'homme fait plutôt partie des proies et des charognes au même titre que les herbivores. Maintenant, à la grotte des rhinocéros, comme je vous le disais, le scénario est un petit peu différent. On a là des indices de l'impact humain sur l'assemblage osseux fossile, avec par exemple ici ce négatif d'éclat de percussion qui a été en fait qui est une trace qui montre que les hommes ont ouvert cet os pour récupérer la moelle, qu'ils l'ont percuté, comme vous pouvez voir ici, et ça laisse des traces assez particulières, comme ce négatif d'éclat de percussion. Mais on a également de nombreuses stries. Alors des stries malheureusement à la fois naturelles, comme dans le niveau L. Vous voyez ici ces stries dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des stries aléatoires, superficielles, qui se retrouvent un peu partout sur le squelette. Ça, ce sont des stries qui sont laissées par les frottements de sédiments sur les surfaces osseuses, par des mouvements de piétinement ou de mouvements de sédiments. Mais on a aussi, à la grotte des rhinocéros, découvert des stries beaucoup plus localisées, plus isolées, parallèles, avec une forme en V, très incisive, une forme bien nette sur les os. Et ça, ces stries, on les a retrouvées sur 37 éléments osseux à la grotte des rhinocéros. Alors c'est toujours assez peu, finalement, par rapport à la totalité de l'assemblage, comme dans les sites d'Algérie tout à l'heure. Mais ils ont été retrouvés, ces stries, sur la plupart des taxons, gazelles, antilopes, zèbres, mais pour le moment, on n'en a pas retrouvé sur les restes de rhinocéros, à la grotte des rhinocéros, justement. Donc ça reste une question. Alors je vous ai mis des exemples, avec ici une dizaine de ces courtes marques de boucherie qui ont été retrouvées sur une côte d'antilope, qui sont des stries de décarnisation. Encore ici, une quarantaine de ces marques de boucherie qui ont été retrouvées là sur un radius de zèbre, qui sont aussi des stries de décarnisation, de décharnement. Ou encore ici, des stries un peu plus longues, obliques, parallèles également, qui ont pu être observées sur la partie proximale d'un métacarpe de gnou. Alors un scénario un petit peu différent, donc on le disait, à la grotte des rhinocéros, là, à la différence de la grotte hominidée, on peut mettre l'homme parmi les accumulateurs potentiels, les modificateurs des assemblages osseux. Je vous ai mis cette image qui est là aussi un peu trompeuse, puisque je vous disais qu'il n'y avait pas eu de marque de boucherie pour l'instant sur les rhinocéros dans ce site, mais elle était toutefois assez suggestive, donc je vous l'ai laissée. Voilà, avec une image encore de cette grotte des rhinocéros. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus récemment dans le site de Djebel Irhoud, toujours au Maroc, au Pléistocène moyen, mais dans la seconde moitié de ce Pléistocène moyen, autour de 300 000 ans. Ce site a été rendu célèbre par les tout premiers Homo sapiens archaïques retrouvés autour de 300 000 ans. On va le voir juste après, avec des autres communications. Mais ce site a également livré une faune d'animaux fossiles assez riche, peu différente de celle de Casablanca, puisqu'on a aussi beaucoup de bovidés, des gazelles, qui montrent un environnement, là encore, assez aride et ouvert, mais toutefois avec des espèces nouvelles, comme ici l'auroch, ou ce gros canidé de type Canis lupus lupaster. À la différence aussi des sites antérieurs, on a des évidences du feu à Djebel Irhoud. On a également plus de marques de boucherie qui montrent
que l'accumulation humaine, enfin une accumulation humaine plus évidente ici, avec toutefois la présence des carnivores. Donc, pour conclure sur cette présentation, qui a permis de retracer dans les grandes lignes cette histoire des relations homme-animal au temps des premiers peuplements d'Afrique du Nord, on a vu que finalement les premiers témoins fugaces de boucherie qu'on retrouvait sur les carcasses exploitées dans les sites de plein air, au tout début de cette période-là, laissent peu à peu la place finalement à des comportements de plus en plus maîtrisés, à la fois pour la prédation, mais également pour la boucherie, avec le transport de certaines parties des carcasses dans des sites que les hommes auraient occupés de façon un peu plus longue, de plus longue durée, par exemple les sites en grotte, comme on a pu le voir avec le site de la grotte des rhinocéros. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour ces deux présentations. Non, mais peut-être Jean-Paul peut peut-être venir. Donc merci pour ces deux présentations qui vous ont donné donc un panorama de ces sites du Pléistocène inférieur et moyen, alors surtout au Maroc. On a parlé un petit peu de l'Algérie. Bon, vous avez vu qu'en filigrane, il y a la question de qui a fait quoi, quels sont les hominidés qui sont là. J'évoquerai un petit peu cette question dans ma présentation tout à l'heure, après la pause café. Est-ce que vous avez des questions sur... alors c'est un sujet très riche, hein, il y a énormément de sites, énormément de questions qui se posent, donc je doute qu'en 10 minutes on épuise le sujet, mais voilà. Qu'est-ce que... Alors moi je peux commencer, hein, s'il n'y a pas de questions. Est-ce que... quel est le scénario qui est le plus en faveur en ce qui concerne l'accumulation de ces crânes de rhinocéros dans la grotte des rhinocéros? Parce que franchement, c'est quoi l'intérêt? Enfin, imaginons que ce soit les hominines hein, qui les aient amenés là. C'est quoi l'intérêt de ramener un crâne de rhinocéros à la maison? En fait, il n'y a pas que les crânes, en effet, il y a aussi le post-crânien. Mais oui. Un crâne de rhinocéros, ça pèse aux environs de 400 kg. C'est vrai qu'il y a peu d'intérêt de rapporter un élément comme ça. Donc il y a de grandes chances qu'en fait, ces rhinocéros aient été exploités alors qu'ils sont morts en fait, sur le lieu. Mais comme vous l'avez vu, c'est une grotte qui a été coupée par le front de carrière. C'est compliqué de connaître tout l'environnement spatial de cette grotte, comment elle était à l'origine, où était l'entrée de cette grotte. Donc on a encore des énigmes par rapport à ces rhinocéros. Un piège naturel? Possiblement. Exploité après par les hommes. Jean-Paul, vous voulez compléter là-dessus? Oui, non, c'est amusant parce que on l'aurait fouillé 15 ans plus tôt. Je vous montrerai les photos des crânes de rhinocéros qui sont environnés d'accumulations d'objets taillés, éclats, polyèdres, bifaces, etc. On l'aurait photographié, cartographié et publié comme un site de boucherie de rhinocéros en grotte. Et personne n'aurait dit le contraire. Aujourd'hui, on est dans le détail de la taphonomie, de la recherche des traces évidentes. On est dans les processus de sédimentation à décrypter. Et on s'aperçoit que il y a peut-être des crânes qui ont roulé vers le fond de la grotte, pendant qu'à quelques mètres de là, on travaillait peut-être sur les ceintures, mais on n'a pas de traces sur les éléments des ceintures, ni sur les éléments des membres, ni sur les côtes. Pourtant, on a les côtes aussi. Donc, on a des bestioles qui sont arrivées pratiquement entières et qui ont glissé jusqu'au fond de la cavité. Et qui sont mélangés avec le matériel lithique et avec les restes des petits et grands herbivores et les micro-mammifères. Donc il y a des processus certainement taphonomiques qu'on n'a pas fini de décrypter entre la partie supérieure et la partie inférieure de la cavité, qui font que, on se demande si les carnivores ont traîné, mais moi je ne vois pas des hyènes traîner un rhinocéros jusqu'au fond, et puis entraîner... Dans la zone fouillée, on en a plus de 15 des crânes, mais on n'a pas fouillé toute la cavité, donc c'est quelque chose d'énorme. Ouais. Alors, est-ce que, c'est une question pour Camille, est-ce que
le fait que ce soit des très très gros animaux, hein, avec beaucoup de viande, etc. Si on imagine un scénario de piège naturel, est-ce que justement là, il n'y a pas un biais qui va faire qu'on a moins de chances de trouver des traces de découpe que sur une gazelle? À Leipzig, on a un collègue qui est venu nous faire une présentation il n'y a pas très longtemps sur un site qui n'est pas publié, donc je ne vais pas donner trop de détails là-dessus, mais en gros, ce sont des gens qui ont un squelette complet d'éléphant avec partout des éclats de silex qui sont même parfois coincés entre les os, et sur les os, rien. Pas une seule. C'est-à-dire que si on n'avait pas les outils de Pierre, là, c'est un site qui est très localisé, hein, à 50 mètres, il n'y a rien. Donc il y a l'éléphant avec de l'outillage pour l'éléphant, hein, ça c'est sûr. Mais l'éléphant, lui, il n'a pas de trace de découpe. C'est le cas à Venosa aussi. L'éléphant de Venosa, il est entouré de matériel, de bifaces, etc. Il y a 0 trace sur les ossements. Oui, il y a beaucoup de ces sites à pachyderme, notamment à Djibouti aussi, à Barangali en Afrique. Mais il y a quand même, pour les périodes plus récentes, sur des pachydermes, que ce soit les rhinocéros ou les proboscidiens, les éléphants, par exemple, les néandertaliens on connaît des traces sur ces gros animaux. Mais c'est vrai qu'ils portent bien leur nom, ces animaux, c'est des pachydermes, donc la peau épaisse. Et c'est bien sûr, c'est moins évident de laisser des marques de boucherie que sur un petit bovidé. Donc il y a moins de chances. Après, il y a peut-être d'autres aussi processus qui ont caché ces marques parfois, ça dépend des sites. Des fois, c'est la conservation aussi. Mais ça arrive, hein. On a des éléments, des stries de boucherie sur des côtes de gros animaux. Donc la question, elle reste quand même ouverte. Enfin, vous voyez, ce sont des sites quand même assez fascinants, parce qu'entre les hyènes qui ramènent des fémurs humains dans leur tanière, et puis à côté, les grottes où les rhinocéros tombent, c'est quand même assez extraordinaire.